C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'aimais ce mot, enfin Banque de France, il faut que nous-mêmes, nous soyons convenablement impressionnés et que nous prenions une attitude à l'intérieur révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Ramon, qui, en 1929, a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, un in-quarto de luxe. Et vous y lisez, la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors il faut bien que nous regardions ensemble ce que c'est que la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. À celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclat, les caractères d'une nation guerrière, vous voyez, côté finance, on n'est pas tellement pacifique. Hein. Il appartient de faire connaître que notre nation, c'est assez joli de la part de Je suis, Pergaud, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du Premier Consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement, les capitaux afflueront. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition assez inouïe à Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. Et même, il fait savoir à Pergaud qu'ils n'ont rien à craindre, parce que Pergaud a toujours peur que le gouvernement s'immisce dans cette Banque de France. Toute intervention du gouvernement dans l'administration de la banque pourrait devenir pour elle une cause de discrédit, a dit très gentiment Pergaud. Vous voyez la manœuvre, hein. On déclare toujours que l'étatisme est épouvantable, et il faut à aucun degré que la banque paraisse une banque d'État. Seulement, en même temps, on s'adresse en douce et discrètement à l'État pour lui demander non seulement sa garantie, mais même son argent, comme vous allez voir. Le 25 février, c'est Bonaparte qui écrit une lettre extrêmement gentille à Lecouteux. Lecouteux, lui au moins, c'est un Français, qui était du conseil d'administration de la banque, enfin de l'établissement qui allait se constituer sous le titre trompeur de Banque de France. Et il écrit dans cette lettre du 25 février, « Votre établissement ne saurait douter de la bienveillance du gouvernement. » Il va prouver la bienveillance du gouvernement. 1. À l'égard de cette banque, établissement privé, il va faire ceci. Il va charger cette banque privée de payer les dettes de l'État et les pensions, les rentes et les pensions. Un versement d'État. Ça sera fait, pas gratuitement, vous pensez bien, elle prendra sa commission, mais ce sera cette Banque de France, c'est là où on ira payer, enfin retirer ces coupons de rente. Bon, 1. Deuxièmement, Bonaparte a établi pour le système des impôts quelque chose d'assez particulier que les livres disent peu, et que je tiens à vous dire avec précision. Il a créé des receveurs généraux qui sont en somme des gens qui prennent la suite des fermiers généraux de l'Ancien Régime. Ces receveurs généraux sont des gens qui vont collecter les impôts et qui, pour s'y retrouver, auront le droit de conserver par devers eux, pendant un certain délai, les capitaux qu'ils auront fait rentrer comme ça en faisant payer les gens. Ils vont avoir à leur disposition cet argent pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, de quoi le faire fructifier. Mais comme, bien entendu, ces receveurs généraux doivent donner des garanties à l'État, ils donnent un cautionnement. Avant de faire les perceptions d'impôts, ils versent à l'État des cautionnements considérables, qui se montent à des quantités de millions. Eh bien, Bonaparte accepte de confier à la Banque de France la plupart des cautionnements des receveurs généraux. C'est-à-dire que l'argent de l'État, l'argent versé par les receveurs généraux à l'État, cet argent, Bonaparte le remet pour le faire fructifier personnellement à la Banque de France. Et troisièmement, en 1803, nous ne sommes qu'en 1800, mais je tenais à vous le dire maintenant, en 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte. Non, ça ne suffit pas à dire à Pergaud la peine de mort. D'accord, d'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêt privé, décide que sera puni de mort le contrefacteur du papier-monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit des mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien,
M-O-2-L-I-E-N, Mollien, qui a été très longtemps trésorier de l'empereur. Il a publié des mémoires, et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible des mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire, qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Alors, dans les mémoires de Mollien, auxquels je me référerai assez souvent, vous voyez la stupeur, mais l'ahurissement de cet homme devant ce que fait Bonaparte à l'égard de cet établissement privé. Au sujet des receveurs, vous savez, les cautionnements des receveurs qui sont remis entre les mains de la Banque de France, Mollien écrit, c'était sans doute la première fois qu'il arrivait à un gouvernement de donner de l'argent à une banque d'escompte pour exploiter un privilège lucratif, au lieu d'en demander à ses actionnaires pour prix de ce privilège. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui va se produire lorsque Mollien va apprendre que Bonaparte a décidé qu'il y aurait un papier-monnaie exclusif pour la Banque de France avec caution de l'État, avec punition de mort par l'État. Je lis, dans le souci de noter aux banques aucune source de profit, le premier consul va jusqu'à autoriser, au bénéfice de la banque dite de France, le partage d'une des premières prérogatives du gouvernement, celle de fabriquer une monnaie. Et en outre, la monnaie métallique que fabrique l'État lui coûte à lui, État, au moins le prix de l'or et de l'argent. Tandis que le privilège inouï accordé à l'établissement Pergaud, Mallet et compagnie consiste en ce que cette banque, pure association d'intérêts privés, aura le droit de fabriquer une monnaie qui ne lui coûte rien. C'est ce même Mollien, page 362 du tome 1 de ses mémoires, qui a une formule que je vais vous dire. Entre Napoléon et les gens de finance, la partie n'est pas égale. Le caïd est respectueux à l'égard de l'argent. Le caïd rampe, et il rampera toujours. Et je vais me permettre de vous apporter maintenant une citation peut-être un peu surprenante, une citation contemporaine. La citation d'un très grand écrivain français à propos d'un autre général, bien différent de Bonaparte, lui aussi très puissant, mais puissant jusqu'à telle limite que ce grand écrivain, si dévoué qu'il soit au dit général, a eu le mérite de marquer. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle est d'un extrême intérêt, apportant un de ces éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, virgule, exploité.